La grande édition du journal. Présentation d'Asmani Nyangani. Au sommaire de ce rendez-vous avec l'actualité sur Radio Liberté. Le FESPACO, la fête du cinéma africain et de la télévision, bat actuellement son plein à Ouagadougou. Le FESPACO, c'est aussi des réflexions, des forats d'échange et des panels sur l'avenir du cinéma et de l'audiovisuel. Le point de quelques activités dans ce journal. Nous irons également au tribunal militaire où se poursuit le procès du coup d'État de septembre 2015, jour pour jour après son ouverture dans la salle de banquet de Ouaga 2000 transformée en salle d'audience pour la circonstance. À l'international et précisément au Nigeria, à peine la victoire de Muhammadu Buhari aux élections présidentielles annoncées, les résultats sont contestés par son principal rival, le candidat de l'opposition Atiku Abubakar, qui compte saisir la justice. À toutes et à tous, bienvenue et ravi de vous retrouver pour ce journal que nous ouvrons avec le FESPACO, Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. La 26e édition de cette biennale se poursuit jusqu'au 2 mars prochain. Outre les films projetés dans les salles de ciné à Ouagadougou, des réflexions s'y mènent autour de l'avenir du cinéma et de l'audiovisuel. Ainsi, des femmes cinéastes de différentes origines se sont réunies ce mercredi autour d'un forum d'échange sur les difficultés auxquelles elles font face sur les scènes de tournage. Une occasion saisie par Azata Soro, une actrice burkinabé, pour revenir sur le malheureux incident survenu entre elle et son réalisateur Tahirou Tassere Ouedraogo en septembre 2017. Un récit fait en présence de Tanga Thierry Zongo. Les larmes aux yeux et la gorge nouée, la comédienne burkinabé Azata Soro raconte sa mésaventure avec le cinéaste Tahirou Tassere Ouedraogo. Blessé au visage au niveau de la joue gauche, les cicatrices sont toujours visibles. Avec l'encouragement d'un public ému, elle livre son récit. Ce jour, il y avait une erreur. La comédienne est venue me voir comme j'étais l'assistante pour me dire, écoute, je ne sais pas quelle tenue porter parce qu'on n'avait pas de costumière sur le plateau. Et je prenais des photos et j'ai pris les photos, j'ai regardé, j'ai dit, tu dois changer de tenue parce que sinon il y a un faux rapport. Elle m'a dit, effectivement, c'est ce qu'elle a dit à Tahirou, mais Tahirou n'a pas écouté. J'ai dit, bon, comme il n'y a pas de costumière, et comme moi j'ai pu prendre des photos, voilà les photos, tu changes de tenue, tu portes cette tenue. Et quand elle est partie pour changer de tenue, il est revenu, automatiquement, il me dit, il demande à la comédienne, et pourquoi tu t'es changé? La comédienne lui dit non, par rapport aux séquences passées qu'on a tournées, il y a un faux rapport. Et il lui dit, mais qui lui a dit ça? Elle dit, c'est moi. Et quand il m'a demandé, j'ai dit, effectivement, il y a un faux rapport. Et par rapport au faux rapport, elle doit changer de tenue. Et il a commencé à m'engueuler. Après cet épisode, l'actrice dit avoir quitté la scène de tournage, mais est revenue sur ses pas car accusée d'avoir volé des objets. Gustave Soro m'appelle et je viens. Il a arrêté de tourner, ils étaient tous assis. Et je rentre dans la salle, je dis bonsoir, il ne me répond pas. Et paraît-il que tu dis que j'ai volé quelque chose, il faut que je vienne me répondre et je suis là pour ça. Il a commencé à m'engueuler et j'ai dit ok, tu sais, j'en ai marre de tout ça. Après, il a commencé à m'orer, à insulter mes parents, traiter de pute, de quoi, sort, parce que c'était sur le plateau de tournage. Et il va fermer la porte et il revient, il commence à me taper. Et je me défends bien sûr, il casse mon nez une bouteille et quand il m'a laissé, je peux après vous montrer les photos. Quand il m'a taillardé le visage, il jette la bouteille. À la suite de cet incident, un jugement a lieu, mais Azata Soro note que ses témoins à elle ont été intimidés. Elle déplore par ailleurs le comportement d'un des acteurs en la personne de Gustave Sorgo, qui, selon ses dires, a refusé de témoigner devant la justice. Même les témoins ont été intimidés. On les a même accusés d'avoir volé. Si elles vont témoigner, on va leur accuser de vol et on va d'or. Pourquoi les empêcher de venir témoigner? Mais ça, c'est juste au besoin des femmes, que les femmes qui ont accepté de témoigner parce que les hommes ont eu peur. Les hommes ont eu peur. On le dit chez nous, non, les hommes sont forts, c'est faux. C'est que les femmes qui sont venues témoigner. Aucun homme n'est venu témoigner. Et Gustave Sorgo, qui a fait un faux témoignage à la gendarmerie, est capable de venir au palais de justice. Et l'actrice de déplorer la non-exécution par Tahirou Tassere Ouedraogo de la décision judiciaire ordonnant réparation.
Également en marge du FESPACO, le Conseil supérieur de la communication CSC a réuni les instances de régulation de la zone UEMOA et de la Guinée-Conakry autour d'un panel ce mercredi à Ouagadougou sous le thème promotion des producteurs audiovisuels nationaux. Quelle contribution des instances de régulation de la plateforme de l'UEMOA et de la Guinée-Conakry. Une occasion pour les participants de trouver des solutions afin de valoriser les productions nationales. Le point avec Danouma Ismaël Traoré. C'est Issoufou Saré, président de l'Union burkinabé des éditeurs de services de télévision, qui a animé ce panel portant sur la contribution des instances de régulation de l'UEMOA et de la Guinée-Conakry à la promotion des productions audiovisuelles nationales. Un panel qui, de l'avis du président du Conseil supérieur de la communication, est une occasion de partage d'expériences et d'accompagnement des médias audiovisuels. Mathias Tankwano. Nous avons souhaité qu'avec nos collègues venus des autres pays, nous puissions donc engager la réflexion, partager nos expériences pour aider nos télévisions à aller dans le sens d'une synergie d'action entre elles pour cette production locale. L'exemple type, c'est la série de Bobo Diouf qui est tellement prisée et qui est produite ailleurs et aujourd'hui par une autre chaîne qui n'est pas nationale. Alors que nos chaînes nationales auraient dû ou auraient pu ensemble développer les voies et moyens pour en faire une affaire nationale. Pour le président de la Haute Autorité de la Communication du Mali, par ailleurs président de la plateforme de l'UEMOA et de la Guinée-Conakry, des mesures importantes doivent être prises afin de valoriser les productions audiovisuelles nationales. Fodio Touré. Les cahiers de charges de ces télévisions doivent être relus, adaptés au contexte pour que nous puissions trouver une solution commune parce que nous avons un problème commun. Les conventions que les instances de régulation signent avec les services de communication audiovisuelle doivent être aussi revues autant. Le contenu de production de ces chaînes de télévision doivent être aussi revus pour s'adapter à ce contexte. Nous ne disons pas que nous allons faire en sorte que l'espace audiovisuel soit un espace hermétiquement fermé. Ouvert certes, mais donnant la primauté à nos langues nationales, à notre culture et à nos valeurs. Cette activité rentre dans le cadre du FESPACO où les instances de régulation de la plateforme ont été invitées. Dans les salles de ciné, les animations vont bon train. Les œuvres en compétition y sont projetées, tel Le cimetière des éléphants, un film documentaire de la réalisatrice burkinabé Éléonore Yamiogo. Ce film questionne le rôle des missionnaires catholiques ou les pères blancs en Afrique et leur rapport avec la colonisation. Idrissa Kombem était à sa projection. 70 minutes d'immersion dans la vie des pères blancs de retour en France après leur mission d'évangélisation en Afrique. Une vie isolée dans les maisons de retraite et la seule fierté qui leur reste ne sont que des souvenirs de l'Afrique. Selon la réalisatrice, le film vise à montrer et à interpeller sur les conditions de vie déplorables de ces pères blancs qui, au péril de leur vie, ont servi l'Église catholique. Éléonore Yamiogo. Les maisons de retraite en France, c'est vraiment une thématique dramatique, je vais dire, parce que c'est des gens isolés, en fin de vie et en déprime surtout. Donc c'est un peu ça aussi que j'ai voulu montrer. Ces pères qui ont connu des aventures, qui étaient ici comme des rois, qui étaient admirés. Dans la rue, les enfants couraient derrière eux, mon père, mon père. Et aujourd'hui, ils sont enfermés entre quatre murs. Il n'y a plus personne qui vient toquer à la porte, personne qui les apporte à manger. Outre cela, c'est le rôle joué par ces missionnaires blancs dans la colonisation de l'Afrique qui est évoqué dans le film. La question qui me revient toujours, on me dit, un film sur les missionnaires, c'est ceux-là qui nous ont endormis avec la prière. Ils sont arrivés, ils nous ont appris à prier les yeux fermés. Et quand on a ouvert les yeux, on n'avait plus rien. Je n'ai jamais fait quelque chose là-bas qui les a endormis, je vous garantis. Mais selon l'historien et spécialiste du christianisme, le professeur Magloire Sommet, intervenant dans ces films montre que les missionnaires blancs ont été à un moment de mèche avec le colon pour la colonisation de l'Afrique. Les missionnaires ont décidé de lutter contre l'esclavage. Mais en tant que missionnaires, ils n'avaient pas suffisamment les moyens de lutter contre l'esclavage. Et ils ont fini par appeler à la colonisation. Le colonisateur, en ouvrant l'intérieur du pays par la colonisation, a ouvert cet intérieur du pays à la pénétration missionnaire. Le cimetière des éléphants est en compétition dans la catégorie documentaire long métrage.
Depuis ce mardi, le colonel-major Alassane Moné est appelé à la barre au tribunal militaire pour son témoignage dans le cadre du procès du coup d'État de septembre 2015. Alassane Moné était secrétaire général du ministère de la Défense et des anciens combattants au moment des faits. Idrissa Kombem était à l'audience de ce jour. L'audience de ce mercredi s'est poursuivie avec l'interrogatoire du témoin Alassane Moné, secrétaire du ministère de la Défense nationale et des anciens combattants au moment des faits. Il fait remarquer dans sa déposition, à l'instar des autres membres de la commission de réflexion et d'appui aux décisions CRAD, que la hiérarchie militaire s'est opposée au coup d'État à partir du 16 septembre 2015. Le témoin est également revenu sur l'attitude de l'accusé Limon Kajak, son chef secrétaire au moment des faits. Poursuivi pour complicité d'attentat à la sûreté de l'État, maître coups et blessures volontaires, le lieutenant Limon Kajak est impliqué dans le dossier du PUSH pour son rôle d'agent double servant le secrétaire général Moné et le RSP. Le témoin, tout en reconnaissant les mérites et les qualités de l'accusé, a assuré qu'il a appris qu'il aurait eu des tractations avec certaines personnes, mais que compte rendu ne lui a pas été fait. Mais l'accusé a précisé à l'audience que ces tractations n'étaient pas en rapport avec les événements du coup d'État, mais d'un marché de l'expertise des écoutes téléphoniques qu'il estimait irrégulier. Il professe d'ailleurs que c'est son refus à donner suite à ce dossier qui lui a valu son inculpation. Le témoin est également revenu sur le rôle joué par le chef de corps par intérim du RSP, le commandant Abdoulaziz Korogo. Selon ses explications, c'est lui qui l'avait instruit de rester au RSP pour faciliter les négociations avec les éléments du RSP. Toutefois, il dit ignorer les actes que le commandant a posés à l'instar de la signature des laissez-passer du CND, de l'instruction de la mission de récupération du matériel d'ordre au Togo et celle d'occupation de la place de la nation. De l'avis du conseil du commandant Abdoulaziz Korogo, le fait de demander au commandant de rester au camp implique un certain nombre d'actes à poser. Les conseils du général d'Indéré, maître Abdoul Latif Dabo et Olivier Yerkouni ne feront pas de cadeau aux témoins. Pour eux, le secrétaire général a participé à la rencontre des secrétaires généraux des ministères convoqués le 18 septembre par le général. Ils ajoutent que les témoins auraient même fait le point de la situation de son ministère au cours de cette réunion. Pour les témoins, il s'est juste présenté à la rencontre, mais n'a pas fait le point de la situation de son ministère. Pour lui, il y était en tant que commis de l'État chargé d'assurer le fonctionnement du ministère et non en tant que personne qui soutient le CND. Pour ce qui est de sa présence à l'aéroport à l'accueil de la délégation des chefs d'État de la CEDEAO, le témoin avance qu'il y est allé car il avait l'habitude d'y aller. Sauf que pour cette fois-ci, c'est une autorité illégale qui a convoqué toutes ces rencontres, lui lance maître Yelkouni Olivier. Je n'ai fait que jouer mon rôle, rétorque le colonel-major Moné. Pour le bâtonnier maître Mamadou Sombier, ce sont ces prises de position ambivalentes de la hiérarchie militaire qui ont conduit aux exactions connues pendant le coup d'État. Pour lui, une armée qui se dit républicaine doit être ferme quand la vie de la nation est en danger. Il accuse de ce fait la hiérarchie militaire d'être complice des maîtres et des coups de blessures volontaires du putsch. L'audience se poursuit vendredi 1er mars au tribunal militaire. Page internationale, élection présidentielle au Nigeria. Muhammadu Buhari a été proclamé vainqueur du scrutin du samedi 23 février dernier par la Commission électorale nationale indépendante dans la nuit de mardi à mercredi. Mais dans la foulée, son principal rival, le candidat de l'opposition Atiku Abubakar, a annoncé qu'il rejetait les résultats de ce qu'il qualifie de parodie d'élection. Le candidat fait cas de nombreuses irrégularités dans l'organisation du vote et a annoncé qu'il allait saisir la justice pour contester les résultats. Élection présidentielle toujours. Les Sénégalais qui étaient allés aussi aux urnes le dimanche 24 février dernier sont toujours dans l'attente des résultats. Au soir du scrutin, l'état-major du candidat Macky Sall, le président sortant, lui donnait déjà vainqueur, mais l'opposition avait rejeté une victoire d'un candidat dès le premier tour. C'est dans cette confusion que la Commission nationale de recensement des votes a appelé
appelé au calme et au respect de la loi, tout en précisant que seule la commission qu'il préside a le pouvoir de publier les résultats provisoires d'une élection, tandis que les résultats définitifs doivent être proclamés seulement par le Conseil constitutionnel. Au Mali, 17 civils ont été tués ce mardi dans la commune de Diankabou, au centre du pays, suite à l'explosion d'un cadavre piégé. L'attaque a également fait une quinzaine de blessés, selon l'AFP, qui cite une source locale. Les parents d'un homme disparu qui était allé chercher de la nourriture pour son bétail ont découvert son cadavre. Ils se sont approchés imprudemment du corps alors que les hommes armés qui l'ont assassiné ont enfoui des engins explosifs dans son corps et autour du corps. Ce mode opératoire rappelle une attaque similaire menée le 14 février dernier à Djibo dans le nord du Burkina où 2 militaires avaient été tués. Ces informations à l'international mettent fin à cette édition du journal sur Radio Liberté. Tiona Sanogo était à la technique. Excellent moment en compagnie des programmes de la Voix citoyenne.